Alors, Madame Dalila Daniel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes autrice, vous avez 12 ouvrages, malheureusement, je ne les ai pas lus, je ne pourrais pas vous interroger là-dessus, mais au moins vous allez au moins les présenter, parce qu'il y a un livre qui a eu une grande renommée ici. Cet ouvrage qui est à vos côtés. Dites-nous un petit peu sur votre carrière littéraire, puisque vous écrivez et pas que. Bon, tout d'abord, bonjour. Merci de me recevoir et bonjour à tous ceux qui me font l'honneur de... On vous voit en Martinique, hein, je vous signale. Eh bien, bonjour à mes compatriotes. Oui. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je suis particulièrement concentrée sur le public de la Guadeloupe Oui. qui me connaît moins et qui peut-être a aussi... Je vais vous découvrir. Oui, et qui aura peut-être intérêt aussi à connaître les informations que je suis venue partager avec vous cette semaine. Donc, je suis une artiste, hein, je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue, mais j'ai eu des accidents avec l'histoire. Oui. Vous savez que notre histoire est taboue. Depuis le lendemain des abolitions, on nous a dit oublier. Et donc, il y a des choses qui remontent comme ça en vague. Et un jour que je parlais avec une amie, elle me dit, on parlait de l'océan de solitude qu'il y a entre les hommes et les femmes dans nos pays. Oui. Parce que nous ne sommes pas ensemble, en fait. Et elle me dit, il fut un temps où nous étions ensemble, regarde Zahir et Théophile. Je n'en avais jamais entendu parler. Oui. Et elle me raconte que c'est Victor Schellcher qui en parle dans un livre qu'il publie vers 1840, où il parle de l'histoire tragique de deux Africains déportés sur une habitation à Rivière-Salée. Et il leur arrive, ils ont évidemment un destin tragique, et quand je suis surprise qu'on ait de tels héros dans notre histoire et qu'on ne les connaisse pas. Donc je me mets à chercher... qu'on s'était arrêté uniquement à Lumina. Il y a beaucoup de héros comme ça qu'on ne connaît pas, tout simplement. Et je me suis mise à chercher parce que j'ai été curieuse. En fait, ma question, c'était comment on peut s'aimer à ce point quand on ne s'appartient pas soi-même, quand votre corps n'est pas à vous, votre temps, votre énergie ne sont pas à vous. Comment vous pouvez aimer quelqu'un au point de vivre une histoire encore plus forte que celle de Roméo et Juliette, parce que Roméo et Juliette sont des héros de fiction, ils n'ont jamais existé. Zahir et Théophile, je me mets à écrire leur histoire. Quand je tombe sur leurs actes de décès, l'histoire se passe en 1838, et je tombe 10 ans pratiquement avant l'abolition. Avant l'abolition, et c'est très important cette période, parce que en fait, quand je découvre leurs actes de décès, je me dis, merde, mais ils ont vraiment existé. Et puis, on réalise, c'était des personnes. Parce que pour nous, les esclaves, c'est comme une espèce de masse informe perdue dans le passé, alors qu'on oublie que c'était des personnes avec des personnalités, avec des désirs, avec des consciences, avec... De la tristesse aussi. Hein. Bien sûr, les conditions de vie ne permettaient pas forcément d'être heureux, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, bon, par respect pour ces personnes, je vais raconter leur histoire, mais je veux la situer dans son vrai contexte. Comment vivait-on sur une habitation esclavagiste française? En 1838. En 1838. 38. Et aussi avant. Mais on connaît pour nous, l'esclavage, c'est quoi? C'est les champs de coton aux États-Unis et le gospel. Mais sur nos champs de canne, là, comment c'était? Sur les habitations, là, comment c'était? Comment ils s'organisaient? Comment on pouvait s'aimer dans ces conditions? Et je suis partie pour écrire une histoire qui devait s'appeler Zahir et Théophile, les amants de la rivière Salée. Je vais aux archives par respect pour eux et je commence à aller chercher un petit peu le contexte pour pouvoir placer leur histoire. Et là, je fais une découverte incroyable. Je découvre que nous sommes 10 ans avant l'abolition, cette année 1838, et il y a des réunions au Conseil colonial pour savoir qu'est-ce que nous allons faire de ces 77 000 nègres si un jour on doit abolir. Et l'État, l'Église catholique et les créoles, je parle des créoles d'origine. Les blancs créoles, hein, les blancs. C'est eux les créoles. À l'époque, il n'y avait pas de blancs créoles et de noirs créoles. Il y avait des créoles et il y avait des nègres. Et puis, il y avait des mulâtres. Aussi. Donc, à l'époque, il n'y avait pas créole moitié, créole demi. Il y avait des créoles, des Africains déportés, des nègres et des autres. C'est tout. Donc, les créoles, ils se mettent autour d'une table.
et ils réfléchissent à comment ils vont faire si un jour on doit abolir. Et ils élaborent un plan tellement parfait que nous sommes encore dedans aujourd'hui. Allez-y. Et alors je me dis, mais non, mais il faut que mes compatriotes sachent ça, ce qui s'est tramé contre nos ancêtres pour pouvoir bien les canaliser si un jour il devait y avoir l'abolition. Et ils n'ont eu aucun état d'âme. Donc je rentre aux archives avec la bouche en cœur, Zahir et Théophile, les amants de la rivière Salée, et je ressors avec pas de pitié pour les nègres, parce que Zahir et Théophile sont devenus tout à coup le prétexte pour ramener cette partie de notre histoire à notre conscience, pour comprendre beaucoup de choses de ce que nous vivons et de ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, j'ai écrit ce livre qui a eu heureusement le succès. Oui, le succès, il faut le dire, il a eu beaucoup de succès, beaucoup de retombées. Alors, et c'est pour ça que vous changez le sous-titre qui devient « Pas de pitié pour les nègres ». Ah ben oui, c'est parce que quand j'ai écrit Zahir et Théophile, je n'avais pas encore découvert l'abolition de l'esclavage. Oui. Et un jour, je découvre l'abolition de l'esclavage, parce que quand vous commencez à chercher, les informations après vous viennent. Et un jour, je découvre que l'abolition de l'esclavage est une mystification. Total, oui. Une fumisterie. J'emploie le mot fumisterie parce que ça choque, mais c'est moins choquant que ce qui s'est passé en 1848. L'abolition de l'esclavage, c'est... Comment dire, mon Dieu? Qui m'a peut crier ça? L'abolition, c'est un couteau waillou pas way. Ouais. Enfin, moi, quand je parle d'abolition, moi, je mets deux guillemets. Oui, vous pouvez mettre des guillemets, parce que abolition n'est pas égale à libération. Non. Et justement, le thème des conférences que je vais donner donc aujourd'hui et samedi matin, c'est justement de démontrer que cette abolition est un piège qui a été conçu justement longtemps à l'avance pour faire croire aux gens qu'ils étaient libres, parce qu'à partir du moment où on vous dit vous êtes libre, vous n'allez plus vous battre pour votre liberté. Mais non seulement on va les remettre en esclavage, mais en plus on va les faire payer pour ça. C'est ce qui s'est passé en 1848 dépasse l'entendement. Et je suis surprise que nous ne connaissions pas cette part de notre histoire, parce qu'elle permet de comprendre, mais tout, on comprend tout. Mais vous savez que, enfin, je ne vous apprends rien, que les colons étaient même financés. Non, mais les colons ont été dédommagés, c'est-à-dire qu'il y a eu réparation pour les colons. Tout à fait. Il y a eu réparation pour les colons, et la réparation, attention, elle a été faite tout de suite par décret, parce qu'une loi, ça prendrait trop de temps. Oui. Mais c'était la condition indispensable, et ce n'est pas la seule concession qu'ils ont fait. Et puis, ce n'est pas les colons, monsieur, c'est les esclavagistes. Oui. Les colons, ils étaient là depuis 2 siècles déjà, donc ce sont les descendants de ces colons, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on peut s'interroger sur le terme colon, parce que coloniser un lieu, c'est le rendre viable. Or, quand ces gens-là sont arrivés... Dans nos pays, c'est pas le cas. Quand ces gens-là sont arrivés, les terres étaient déjà colonisées par les habitants autochtones. Donc, on peut plus parler d'envahisseurs que de colons. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, ce sont des esclavagistes. Tous les Blancs n'étaient pas esclavagistes, mais ceux dont on parle, c'était les esclavagistes qui ont été dédommagés très rapidement. Et là encore, il y en aurait à dire, vous savez. J'ai découvert des choses incroyables. Vous comprenez parfaitement la question des réparations. Là. Mais évidemment, mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que la commission qui a examiné les fameux termes pour l'abolition a demandé réparation pour les esclavagés? C'est Victor Schellcher qui le dit dans un livre quelques années après. Il dit que la commission a demandé à ce que ce crime de lèse-humanité, dit-il, puisse quand même, que les victimes de ce crime puissent être un petit peu dédommagées. Mais il dit que la commission n'a pas été entendue. Alors moi, je vais vous poser une question qui n'est pas d'actualité, mais enfin qui est en rapport avec ce que vous dites. Est-ce que vous comprenez enfin, je ne sais pas, c'est votre position là-dessus, les Martiniquais, peut-être moins en Guadeloupe, qui ont commencé à casser des statues, y compris en Guadeloupe, il y a eu celle de Schellcher. Comment vous appréciez ce qui s'est passé l'année dernière, je crois, ou l'année avant en Martinique? Eh bien, écoutez, moi j'ai été, je dois le reconnaître, assez solidaire de cette action
qui témoignait de la colère de cette jeunesse qui refuse d'être traitée comme nous avons accepté de l'être, nous les gens de ma génération, et comme nos parents ont accepté de l'être, parce que nous avons été victimes d'une espèce de shell-chérisation de nos esprits. Voilà. On nous a appris que c'était grâce à Schellcher. Qui continue. Mais c'est Armand Nicolas qui nous sort de là. Armand Nicolas nous réveille, il y a une trentaine d'années, avec un petit... son histoire de la Martinique, c'est lui qui révèle la date du 22 mai. Oui. Et tout à coup, on a 20 ans, quand j'ai 20 ans, je découvre que c'est pas Schellcher qui nous a libérés. Pas Schellcher qui libère nous. Voilà, donc 40 ans après, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ont dépassé mon stade et se disent, bon mais attends, on peut pas adorer une idole de plâtre alors qu'on nous a fait comprendre que c'était lui alors que c'est pas lui, et qu'il soit là au palais de justice en train de trôner, etc. Et cette révolte de cette jeunesse était tout à fait légitime, parce que de laisser ainsi des symboles de cette emprise sur les esprits, de ces mensonges historiques qui nous ont été donnés, de les laisser debout dans la ville et même de les honorer, parce qu'il y avait des manifestations en leur hommage, c'était un petit peu un peu insultant pour eux. Alors, vous avez qu'un deuxième ouvrage, Pas de liberté pour les nègres. Oui. Alors lorsque j'ai appris, parce que quand j'ai fait Zahir et Théophile, qui a eu vraiment que les gens beaucoup aimé, on m'a dit mais oui, mais il faut la suite. J'ai dit non. Moi, je ne veux pas être cantonnée dans un camp de... J'ai écrit des pièces de théâtre qui se déroulent en 2030. Je suis une chansonnière. Moi, je suis une artiste, moi. Oui. Je ne suis pas venue faire le procès de l'esclavage. Mais quand j'ai découvert ce que fut l'abolition de l'esclavage, j'ai décidé qu'il fallait que mes compatriotes connaissent ça. Et j'ai utilisé les personnages de Zahir et Théophile, qui sont des personnages très attachants. L'histoire se déroule en 1838 et on se retrouve 10 ans après. Et là, le piège se referme sur les compagnons de Zahir et Théophile, sur l'habitation. Et l'histoire continue jusqu'à nos jours. Donc, j'ai utilisé la sympathie que le public a eue pour les personnages de Zahir et Théophile pour raconter cette partie de notre histoire, qui est une partie, moi je dirais qu'elle est encore plus sombre que l'esclavage. Alors, je ne vais pas vous poser la question est-ce qu'il y aura une suite, mais j'imagine qu'il y a déjà d'autres choses dans les tuyaux. Pour l'instant, je vais m'arrêter là au terme de romans historiques, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais vous savez, en tant qu'artiste, je sais que je ne suis pas toujours maîtresse de ce que je fais les choses parce qu'il faut les faire. J'avais dit que je ne faisais pas de suite, ça s'est imposé à moi, je l'ai fait, et peut-être s'imposera-t-il à moi une autre suite, mais pour l'instant, ça n'est pas dans mes projets. Je suis en train d'écrire un livre sur le costume traditionnel martiniquais des origines à nos jours. Voilà. Alors, deux petits mots quand même sur la conférence que vous tiendrez ce soir en Guadeloupe. Oui. Parce que bon, c'est pas la première fois que vous venez ici quand même. Je viens souvent en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est à moi. C'est à moi. Okay. Voilà. Et non, je me sens très bien en Guadeloupe. Je me sens comme chez moi. Je ne fais pas de différence, moi. Hein. Nous sommes tous dans le même bateau. Dans le même bateau, là. Dans le même bateau. Oui. Ce soir, j'aurai le plaisir d'accueillir le public qui viendra assister à cette conférence, invité par l'hôtel Ararouak, que je remercie, pour parler. Le thème de la conférence, c'est l'abolition de 1848. Une fumisterie dans l'histoire de France. Et je vais prouver et démontrer ce qui s'est passé en 1848 et mérite réparation. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Oui. Je vais démontrer comment les choses se sont passées et comment il se fait que nous avons pu être aveuglés et être remenés en bateau et remis en esclavage. Ces gens-là ont inventé l'esclavage moderne, en fait. Oui. Et c'est pas fini. On verra, mais en tout cas, je souhaite que toutes ces informations, parce que maintenant, on peut se poser la question de savoir à quoi ça sert maintenant de ressasser tout ça, de revenir sur le passé. Ça sert à comprendre. Ça sert à comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Ça sert à arrêter de nous juger et de nous dégrader nous-mêmes. J'ai entendu des jeunes dire, des jeunes martiniquais, ah oui, mais depuis 1848 que nos ancêtres ont été libérés, on aurait pu déjà être à un autre stade. Il faut qu'ils connaissent la vérité historique
pour comprendre pourquoi, 175 ans après, on en est encore à attendre de l'État des aides, etc., au lieu d'avancer. Sans compter les traumatismes psychologiques. Vous avez dû assister à cette conférence de M. Nicolas, un autre psychiatre qui a fait tout à fait, années. Où il est prouvé de manière scientifique et par les plus grands scientifiques du monde, hein, y compris le professeur Nicolas, que les traumatismes subis par des peuples sont transmis de manière épigénétique à leurs descendants. C'est-à-dire que ça passe, il y a un gène, une transformation d'un gène qui porte cette souffrance, et ce gène est transmis de génération en génération. C'est-à-dire qu'il est scientifiquement prouvé que nous portons aujourd'hui en nous les souffrances de nos ancêtres. Mais comme on nous interdit d'en parler, qu'on ne supporte pas, qu'on l'évoque, que dès qu'on en parle, tout de suite, lever de bouclier, on finit épissal, on va aller de l'avant, etc. Bon, tout ça, c'est refoulé. Et tant que ça sera refoulé et non exprimé, ça ne peut pas être guéri. Et moi, je suis pour qu'on guérisse nos esprits. Après, les corps guériront si les esprits sont guéris. Et nous avons le droit d'être heureux. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si nous étions... on nous rend le service de nous laisser en vie et de nous faire vivre. Il faut qu'on retrouve ce qui a permis, vous savez... Les souffrances passent, mais il y a d'autres choses qui passent aussi. La solidarité est passée dans nos gènes. Alors, on a l'impression comme ça que nous sommes des gens égoïstes, puisque on est chacun, on a été élevé à être... Maintenant, papa, maman, mes enfants sortis de là, le reste, bon, on fait des EHPAD, on fait des crèches, des choses comme ça. Mais... il suffit d'une catastrophe naturelle, d'un événement, pour que quelque chose se lève en nous et nous dise « va voir ton voisin, va voir ton voisin, va aider ». Donc ce gène-là aussi nous a été transmis. Et il nous a été transmis aussi le gène de la force et puis courage. Oui, et nous nous bout. Et nous n'ont pas mené pour nous être heureux et puis avoir beaucoup d'enfants. Hein. Oui. Ils n'ont pas emmené nos ancêtres pour être heureux dans les îles. Hein. Ils ont emmené nos ancêtres pour venir travailler jusqu'à la mort, être enroulés dans une feuille de bananier et mis au fond d'un trou. Donc, on est là aujourd'hui. Nous sommes le rêve de nos ancêtres. Mais nous avons le droit d'être heureux, donc de nous débarrasser de tous les miasmes, de tous les traumatismes, de tout ce que le sang a charrié en nous pour pouvoir nous mettre debout dans le monde en étant ce que nous sommes, des enfants de déportés et aussi d'esclavagistes, pour faire la paix avec nous-mêmes et avec le monde. Merci Dalila. Merci à vous. Rendez-vous ce soir à la Wawak. Et si vous me le permettez aussi, je vous permets. Je serai en signature à la librairie Cultura samedi après-midi et samedi matin en conférence avec l'association Guadafrica. Je serai très heureuse de voir mes amis guadeloupéens. Merci d'être venu. Merci à vous.